Comment est-ce que on s'est lancé au début, ouais, c'était un truc un peu pirate, quoi, avec une espèce de mailing un peu sauvage que j'avais, tu vois, de toutes mes adresses mail. Je devais avoir 1 millier d'adresses mail dans Outlook. Ça allait de la CAF à la BNP, j'ai tout pris, les adresses mail, et puis j'ai dit, je lance ce projet, et voilà le lien. J'ai pris le truc, au bout d'un moment, ça a bugué en mode, vous avez pas le droit, pas possible. Donc, tu vois, j'ai quand même envoyé des mails, tu vois, tant pis, quoi, en fait. Donc, puis après, assez vite, j'ai fait le truc propre, en mode les prochains mails, inscrivez-vous là-dessus, un lien Mailchimp, ou je sais plus à l'époque sur quelle plateforme, pour commencer à collecter des mails de façon propre. Pendant 1 an et demi, j'ai fait grossir cette base mail jusqu'à arriver à, je pense, à peu près 10 000 mails, assez vite, sans quasiment aucun market, de bouche à oreille. Salut Stan et bienvenue sur le rendez-vous marketing. Tu es le cofondateur de Explora Project, donc une agence de voyage qui crée des voyages d'aventure à bas carbone. Donc c'est ce que je vois sur ton site actuellement. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de Explora Project, comment tu t'es lancé dans ce projet et peut-être même aussi nous dire un peu comment tu en es venu à devenir entrepreneur? Écoute, merci de ton invitation en tout cas. Je suis très content d'être ici. Explora, c'est une agence de voyage d'aventure qui a effectivement pour but de changer un peu le paradigme du voyage et de changer la manière dont on conçoit l'expérience de voyage pour remettre plutôt l'expérience au centre plutôt que la destination. Donc ce qui est important, c'est ce qu'on va vivre, les émotions, avec qui on va le vivre, quelle activité on va faire, qu'est-ce qu'on va apprendre, pour essayer effectivement de découpler dans l'imaginaire collectif l'idée de voyage avec l'idée uniquement de destination. On sait que dans les années 2000, on était dans des voyages bucket list, on disait j'ai fait les Maldives, j'ai fait le Maroc, je cochais des listes. Nous aujourd'hui, si on veut être bas carbone, il faut arriver à changer dans l'imaginaire collectif cet élément-là clé de la destination et de dire on peut aller moins loin et ça peut être génial. Par contre, effectivement, il faut y aller pour un défi ou pour vivre des émotions fortes ou pour se découvrir ou pour aller tester ses limites ou pour apprendre quelque chose. Donc voilà, il faut compenser par quelque chose de fort et de puissant, d'expérientiel. Et c'est ce qu'Explora essaie de faire sur le voyage d'aventure. On est basé à Annecy, on est 25 dans la boîte, elle a 5 ans maintenant, cette agence. J'ai lancé tout seul à la base en 2019, on a commencé à commercialiser. Et j'ai eu avant un passif de trader dans la finance. Du coup, j'étais trader en matières premières agricoles. Donc, j'achetais, je vendais du blé, du colza, du soja à d'autres traders et à des multinationales de la planète dans une très grosse boîte américaine qui s'appelait Cargill, qui m'a amené un peu aux 4 coins de l'Europe. Et notamment pour terminer à Genève, où j'étais patron du trading européen sur ma division. C'était un énorme job. Et j'ai eu finalement une prise de conscience au fil de ces années que cette vie, ce boulot me remplissait pas complètement, était pas en phase avec les valeurs qui étaient les miennes et qui, de toute manière, des valeurs, ça évolue, mais qui étaient en train de devenir mes valeurs à cette période-là de ma vie. Et j'ai démissionné à la naissance de ma première fille pour lancer Explora et pour ne pas lui dire aussi que pendant 10 ans de plus, j'allais continuer ce métier. Une tranche de 10 ans, j'ai appris beaucoup de choses, c'était très riche. Mais ce projet Explora, je l'avais écrit sur des petits calepins pendant toutes ces années. C'est un projet entrepreneurial que je nourrissais en parallèle de cette vie de salarié et qui était comme une bulle d'air, qui me permettait de rendre mon quotidien plus supportable, de me persuader que je rentrais pas dans une petite roulette de musaraigne qui tournait de plus en plus vite et desquelles je ne sortirais jamais. C'était une manière de construire un ailleurs, un après. Et c'est ça qui m'a fait tenir. Et donc, effectivement, quand j'ai démissionné, ce projet Explora était presque mûr, en tout cas théorisé et prêt à mettre au four. Et c'est donc ce que j'ai fait immédiatement, puisque quelques mois après, on vendait déjà des voyages. Et quand je suis parti dans mon mail d'adieu de cette boîte, j'avais le lien du site déjà. Donc j'avais vraiment, dans les dernières semaines, avant de partir, déjà peaufiné quelque chose pour pouvoir projeter aussi ce départ sur quelque chose de positif et de dynamique. Voilà, et effectivement, c'était un assez bon timing, me semble-t-il, pour le voyage, on va dire, de proximité bas carbone, mais ça restait 1 an avant le Covid.
Donc, Oui, c'est ça. Donc, il y a deux timings. Un an avant le Covid, mais aussi le fait que les gens recherchent de plus en plus des voyages pas trop loin de chez eux, à bas carbone, parce qu'ils veulent faire attention à leur empreinte carbone. Donc là, je pense que tu avais trouvé un super bon axe. Et je ne sais pas si tu connaissais déjà d'autres agences qui créent ce type de voyage orienté très sport, aventure, comme tu le montres sur ton site. Oui, évidemment, quand on se lance dans un projet entrepreneurial, forcément, on fait un screening du marché, des acteurs existants, de la plus-value éventuelle de sa création. Donc oui, j'ai été inspiré par des médias de micro-aventures qui mettaient en avant ce mode de voyage, comme Chiloé, les Others, qui étaient des boîtes qui existent toujours d'un point de vue média et qui, pour moi, étaient des, 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 des ouvreurs des ouvreurs de chemin, des pionniers d'un point de vue changement de mentalité, opinion. Après, des organisations des agences qui faisaient vraiment ces voyages, justement, je me suis construit par opposition à celles qui existaient déjà et qui, pour moi, adressaient l'ancienne génération. Donc, je me suis dit, voilà, ces énormes boîtes qui font des centaines de millions d'euros françaises, qui sont gigantesques, comme Terre d'Aventure, comme Alibert Trekking, comme 66 degrés Nord, c'est vraiment des très grosses boîtes. Et je me suis dit, voilà, ces entreprises-là ont trouvé un énorme marché. Faut savoir que le tourisme d'aventure, c'est environ entre 15 et 20% du tourisme classique. Donc, c'est une niche, mais c'est quand même une très grosse niche dans le marché du tourisme. Et j'ai trouvé que ces acteurs-là faisaient des choses qui finalement me confortaient dans l'idée qu'il y avait de la place pour un acteur de nouvelle génération social, social, on pourrait dire, social media, avec une présence en ligne, avec un modèle de coût et de marge différent, parce que ce sont des acteurs qui usuellement étaient extrêmement intermédiaires, qui étaient revendus, qui revendaient, etc. Il n'y avait pas qui revendaient les voyages d'autres, qui étaient revendus par d'autres également. Voilà, ils s'inscrivaient dans une chaîne qui faisait que finalement, la marge unitaire par acteur était assez faible et donc il y avait la nécessité de faire du volume. Si la marge est faible, il faut faire du volume. Il n'y a pas de miracle. C'est le business model de la marketplace. Et eux, finalement, ils étaient ces acteurs, en fait, on pourrait décrire une telle... en fait, ont compris que la logistique et l'exécution étaient un ennemi au scale et donc finalement ne veulent plus rien faire de leur voyage. Donc en fait, embauchent des prestataires pour en fait sous-traitent l'exécution de leur voyage dans le pays de destination à des agences réceptives, on appelle ça comme ça. Ces agences réceptives font l'exécution du voyage et en échange du coup d'une partie de la marge du voyage usuellement. Et donc l'acteur qui est en ligne est le tour opérateur qui emploie ce réceptif et lui-même peut être revendu par une agence de voyage. Finalement, une agence de voyage, c'est, on va dire, un petit tour opérateur qui ne fait que revendre, qui n'exécute rien. Des agences de voyage distributrices et qui, elles aussi, touchent leurs 10 à 15 points de marge. Donc, grosso modo, dans le travel, tu as 40 points de marge et qui, classiquement, étaient distribués entre 3 acteurs. Et donc, tous les noms qu'on connaît sont souvent des gros tours opérateurs dont les catalogues sont revendus par des agences de voyage du coin de la rue. Ce modèle d'agence de voyage de coin de la rue est en train de mourir parce que finalement les gens achètent de plus en plus en ligne, donc le réflexe, notamment des jeunes générations, d'aller au coin de la rue pour acheter un voyage est en train de se tarir évidemment. Donc cet acteur tend à mourir, donc les tours opérateurs tendent à devoir vendre en ligne et donc à être présents en ligne. Et ça, c'était pas dans leur culture. Donc là, c'est pour ça que cette transition elle est pas évidente et qu'en fait beaucoup d'agences beaucoup de tours opérateurs ont encore des distributeurs au coin de la rue, même si ça paraît un peu à l'ancienne. Finalement, leur modèle est construit comme ça et pour partie, elles n'ont pas le choix parce qu'elles n'ont pas encore cette culture du e-commerce. Explora, on a voulu faire les choses différemment. On a voulu être le seul acteur entre le guide local et le client final. Donc, de ces 3 acteurs, finalement, nous ne sommes qu'un.
On fait tout, on est les seuls à vendre nos voyages et personne d'autre que nous ne vend nos voyages. Et tous nos voyages se vendent en ligne. Et nos voyages dans le pays de destination sont exécutés par nous et on est en contact direct avec le guide, le taxi, l'hébergement, comme des prestataires unitaires que personne n'assemble pour nous, que nous assemblons sur une plateforme, on va dire tech, qu'on a construit et qui est assez simple, hein, mais qui permet un échange rapide de données avec tous ces prestataires de manière automatique. Donc on a, pour ainsi dire, désintermédier l'ensemble du secteur pour essayer de prendre la plupart de ces 40% de marge chez nous. Et donc aujourd'hui, c'est des marges on a chez nous qui sont autour de 32, 33 quand le marché tourne autour de 16. Donc c'est à peu près le double des marges du marché. La contrepartie de ça, c'est qu'on a évidemment une masse salariale pour faire tourner ça qui est plus importante que cette concurrence-là, notamment sur la partie dev, puisqu'effectivement, on a tout qui est digitalisé, à la fois on vend en ligne et à la fois on fait notre exécution de voyage, on va dire, en ligne, on orchestre la logistique des voyages de manière, on va dire, semi-automatique. Donc ça nécessite du dev, alors que dans une agence classique, un tour opérateur, il y a évidemment pas besoin de ça, quoi. C'est des grands tableaux Excel d'un côté comme de l'autre. Donc, alors pas côté client, pas des Excel côté client, mais souvent côté distributeur réceptif dans les pays de destination, c'est le cas. Donc finalement c'était ça un peu le pari, c'était digitaliser ce secteur, le désintermédier pour augmenter les marges. Et pourquoi augmenter les marges? Pour te permettre de survivre en pouvant baisser le panier moyen. D'accord. Et ça, baisser le panier moyen, c'est malheureusement ce qu'on est obligé de faire quand on veut être une agence bas carbone, puisqu'on va moins loin, donc des destinations moins chères. Donc en fait, l'équation, c'est pas par plaisir qu'on baisse le panier moyen. Toutes les boîtes du monde veulent augmenter leur panier moyen, mais nous, effectivement, on est à peu près, on est persuadé que c'est dans ce move-là que se loge la clé. Des marges un peu plus élevées, donc un service un peu mieux rémunéré, et en face pouvoir donc avoir des paniers plus bas et toujours se dégager de la marge pour aller avoir une structure qui est rentable. D'accord, hyper intéressant. Donc en gros, il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans ce secteur, beaucoup d'intermédiaires, donc ça crée une expérience client pas au top, et en plus de ça, pour le tour opérateur ou l'agence de voyage, ça fait des marges qui sont très faibles. Là, tu as parlé aussi du fait d'adresser des nouvelles générations. Est-ce que tu considères que les nouvelles générations, elles n'allaient pas trop vers ces agences de voyage, elles préféraient planifier leur voyage par elles-mêmes, mais je suppose qu'elles avaient des difficultés et que limite ça leur coûtait plus cher de le faire eux-mêmes. Enfin, pas plus cher, mais en tout cas, c'était plus galère de le faire eux-mêmes que passer par une agence qui fait tout et qui va leur proposer un vrai parcours, parce qu'il y a ça aussi, c'est l'expérience que tu vas donner. Et ça, j'ai aussi l'impression que vous êtes démarqué à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce que j'observe sur votre site et vos réseaux. Oui, il y a plusieurs choses. Je pense que à la fois, comment est-ce qu'on ciblerait une nouvelle génération? Effectivement, tu l'as dit, il y a le mode d'achat. Une nouvelle génération achète en ligne, donc ça déjà, il faut avoir un funnel de vente qui soit le plus proche possible d'Amazon Prime, quoi. Ouais. Il y a rien de bien chez Amazon Prime si ce n'est son funnel de vente. Non, enfin, je veux dire, je les mets pas en exemple. Malheureusement, Amazon fait du mal, je pense, plus qu'autre chose. Mais en l'occurrence, ils sont très efficaces en e-commerce. On peut pas leur reprocher ça. Et donc, oui, les nouvelles générations ont mis comme standard un achat aussi rapide pour tout, même pour quelque chose de complexe. Et le voyage, c'est complexe. C'est pas, tu vois, c'est pas un t-shirt taille M et tu choisis le coloris et ciao, quoi. C'est un truc compliqué. Il y a énormément de paramètres, beaucoup d'informations légales à passer. C'est un achat lourd, c'est des paniers qui sont élevés, hein, des paniers à plus de 1 000 euros, 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, quand tu as ta carte et que tu dois acheter 4 000 balles en ligne. Je sais pas la dernière fois que ça t'est arrivé toi, mais je pense que ça n'arrive jamais à la plupart des gens. Donc, tu vois, c'est clair. Ça reste exceptionnel. Et il faut aussi dire que l'agence de proximité avait sûrement cette réassurance de dire j'ai quelqu'un de réel en face, s'il y a un problème, je vais m'y rendre physiquement. Et alors que quand tu es en ligne, la marque, tu la connais, tu l'as vue sur Insta, et là du coup on va y revenir. Il y a un travail gigantesque de réassurance à faire. Donc effectivement, premier élément, la vente. On vend en ligne, funnel de vente. Il faut que ce soit fluide et rassurant. Et ça, c'est clé pour adresser une nouvelle génération. Il y a aussi comment ils nous connaissent. Donc les canaux, effectivement, marketing. On a les clients de ces canaux.
Je peux pas m'étonner d'avoir des clients trentenaires si je communique sur Insta. Je peux pas m'étonner d'avoir des clients cinquantenaires si je ne communique que sur Facebook. Si je suis que sur Google, j'aurai des clients soixantenaires. Et c'est comme ça, ou très intentionnistes soixantenaires qui sont pas sur les réseaux. Ouais. Donc, globalement, on a les clients de notre acquisition, et ça nous semblait être une opportunité. Je vais pas dire une martingale du tout, parce que malheureusement, on n'est pas les premiers à faire de la vente de voyage, donc les canaux ont été bouchés et les enchères de plus en plus élevées sur on va dire sur l'ensemble des canaux classiques. Donc si on allume la télévision, je pense que dans les 10 minutes, il y a une pub de voyage. Quand on est à la radio, on a des pubs de voyage, de loisirs, d'hôtels, de réservation d'avion, de machin, pareil, je pense dans les 10 minutes. Quand on tape sur Google, finalement, on a des agences françaises qui se sont construites sur cette martingale du search, du SEA, et qui ont défoncé le truc. Donc, en fait, cher. Ça coûte méga cher. Et ces agences-là font du long courrier. Donc, ont des paniers qui sont méga élevés. Et je te parle même pas des agences qui font de la famille long courrier, où là, les paniers, ça peut être de l'ordre de 15 ou 20 000. Ouais. Au bas mot. Et bah, t'imagines que quand tu as un panier à 20 000, tu vas payer sur Google ton enchère pour être visible. Donc, finalement, ça va être assez complexe pour nous de se positionner avec un panier à 1005 équivalent, d'avoir du coup de se positionner, parce qu'on ne peut pas du tout se permettre d'avoir les mêmes coûts d'acquisition. Donc, finalement, le fait d'aller à l'autre bout de la planète pour voyager a augmenté les paniers moyens de tout le marché depuis la fin des années 70. Ça a eu pour conséquence d'augmenter les coûts par achat, les coûts d'acquisition pour tout le monde. Et ça a bouché des canaux, ou en tout cas, ça les a rendus inaccessibles aux nouveaux entrants. Le marché du tourisme, comme tous les marchés à panier très très élevés, a donc et encore très très élevé, on n'est pas dans le luxe, a du coup créé ses propres barrières à l'entrée. C'est ça, ouais. Pour tous les nouveaux. Donc, je suis assez tôt arrivé à la conclusion qu'il fallait aller sur les canaux, effectivement, là-dessus, j'ai pas inventé l'eau tiède, les canaux les moins usités de ces acteurs, donc comme le social. Ouais. Et en parallèle, faire des levées de fonds, parce que c'est pas avec nos petits bras et 10 € par jour sur Facebook qu'on va faire quoi que ce soit. Donc, ça a été la double stratégie: se financer pour avoir du paid efficace et aller sur des canaux qui sont du coup moins techniques, moins prisés, et c'est principalement le social. Ok. Donc c'est vrai que vous avez levé des fonds, donc ça j'avais entendu, vous êtes aussi passé sur Keyword Monastir, on y reviendra aussi. Et donc ta levée de fonds t'a servi à dépenser du budget sur les plateformes comme Facebook, Instagram, aussi je suppose à développer ta plateforme tech, parce que ça t'en as pas tellement parlé, mais il y a un coût de développement au départ. Ouais, non, bien sûr. Non, ça nous a pas servi à faire du market, ça. On a pu engager des budgets marketing, oui, pour tester et comprendre où était notre audience, nos clients, et où est-ce qu'il fallait appuyer. Et aujourd'hui, en fait, depuis 2 ans, on est dans un principe de désinvestissement progressif, parce qu'en fait, on est de plus en plus efficace sur notre marketing, et on a besoin de dépenser entre 15 et 40% de moins pour globalement le même résultat. Et donc, c'est bien. Quand on dépense ISO, on fait à peu près entre 30 et 50% de croissance en dépensant la même chose que l'année précédente. Super. Donc, on a eu cette phase-là pour arriver à comprendre où se logeait notre audience. On est sur une définition de nos produits qui est quand même assez, c'est des campagnes qui sont multiples. Tu vois, on vend en fait des voyages, toute activité confondue, dans toute l'Europe. Donc les prises de parole à 4 saisons. Donc les prises de parole entre du chien de traîneau en Laponie hiver et de la randonnée, tu vois, de la randonnée été en Italie, c'est pas du tout le même sujet, les mêmes personnes forcément, etc., les mêmes audiences, les mêmes visuels. Donc il y a beaucoup de campagnes qui tournent. C'est difficile de le faire un tout petit peu de marketing en social. Il y a quand même un ticket d'entrée pour. On sait que des campagnes sur Meta ont besoin d'un certain volume d'investissement
pour commencer leur phase d'apprentissage. Donc finalement, quand tu multiplies, on a environ 18 collections. Une collection, c'est un thème, une prise de parole donnée sur une portion du catalogue. On en a environ 18 qui tournent chez nous. Ces 18-là, elles ont chacun leur plan de com. Ça pourrait être 18 sociétés, tu vois. Et donc, elles ont quand même besoin nécessairement de budget. Donc, ouais, c'est quand même pas évident de montrer en permanence tout un catalogue. Bien sûr. Et donc, assez vite, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut apprendre le plus vite possible de ces euros qu'on dépense, où est-ce qu'on va les mettre. Et finalement, la stratégie a été inspirée de voyages privés, qui est connu dans le voyage pour avoir mis en place un système de membership assez haut dans le funnel. Voyage privé, on connaît tous cette pub d'eau turquoise aux Seychelles, en mode évadez-vous, machin, soleil, tu cliques, paf, faut être membre, sinon c'est mort. Et ça, donc tu ne vois rien de l'offre quasiment. Et effectivement, pour la petite histoire, dans les premières années, Explora, on a remporté pas mal de concours de pitch, de concours de start-up, de trucs, de choses en ce genre, à la fois chez Air France, en pitchant que le futur du voyage, c'était un voyage no plane. C'est quand même assez marrant, mais du coup, ça les a inquiétés. Ils ont voulu nous avoir auprès d'eux. Finalement, après, on a arrêté cette collaboration. Et également voyage privé. Et du coup, voyage privé nous a inspiré là-dessus. Et donc, on a un système de membership sur le site. Ok, intéressant. En fait, on paye du marketing avec comme but que le visiteur se crée un compte membre. Et ensuite, on le réadresse par du mailing et par toute une stratégie de mid-funnel. Ok, donc ta stratégie avec le paid, c'est d'aller chercher des membres. Ouais. Ok, j'avais bien compris. Aussi d'aller chercher des leads, des gens qui ajoutent les voyages à leur favoris. Après, il y a des sous-campagnes, mais si je simplifie, c'est d'aller chercher des membres. Ok. Comme tu l'as expliqué, ou je sais plus si on le disait en préambule de notre enregistrement ou pendant, je sais plus, mais le cycle de décision de nos clients potentiels n'est pas celui d'un achat compulsif. Alors parfois si, mais effectivement ce n'est que très rare. Ce sont donc des gens qui ont besoin de je crois qu'en moyenne, ça doit être 45 jours, l'écart entre la création d'un compte membre et l'achat. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'être inspirés, de réfléchir, de comprendre, de lever tous les freins de congés, de niveau, de matériel, avant de pouvoir s'engager sur une aventure. Et donc, ça aurait été contre-productif de se dire, je ne veux faire l'acquisition que de gens qui achètent. Puisque finalement, dans le système actuel de tracking à 7 jours, des visiteurs, des membres, en fait, on peut pas parce qu'ils sont, on ne sait même pas de qui on parle. Oui, bien sûr. On savait, il fut un temps, mais avec les updates qu'il y a eu, on ne sait plus. Donc, je vois que tu es bien renseigné. Finalement, c'est presque la seule stratégie qu'on peut avoir d'aller chercher des membres. Ok, mais c'est vrai qu'il y a des agences de voyage de ce que je vois qui essaient de te vendre un voyage directement, qui te le mettent en avant en publicité ou qui en mettent plusieurs dans un carrousel et te proposent. Nous aussi, on en met parce que tu te crées pas un compte membre sans promesse. Par contre, après, l'acte d'achat n'a pas à être tout de suite. Bien sûr. On considère que quelqu'un qui va se créer un compte membre est du coup notre client de demain potentiel, forcément. C'est ça. Donc, tu vas chercher à avoir le plus de membres possible au coût le plus bas, je suppose. Et une fois que la personne est membre, c'est avec tout ce qui est CRM, tout ce qui est activation. Je sais pas si c'est directement dans une plateforme que vous allez tout doucement faire descendre la personne dans le tunnel de vente. Est-ce que tu peux peut-être m'expliquer un peu justement le parcours d'achat classique chez Explora Project? Comment ça se passe? Parce que là, comme tu l'as dit, on ne vend pas un t-shirt taille M. C'est un parcours d'achat assez classique. À la création du compte membre, effectivement, les membres reçoivent du coup des mailings en fonction de leur, on va dire, c'est assez ciblé. Il y a du mailing général et puis il y a du mailing en fonction des thèmes et des pages visitées. Ok. Donc de la newsletter différenciée. On en a à peu près 4 par semaine.
Donc on peut avoir une newsletter bien-être, une newsletter ce qu'on appelle hard adventure, ça va être le hard, ça va être l'alpinisme, des trucs un peu engagés. On va avoir le soft adventures qui peut être le yoga, juste la rando, etc. Donc on va catégoriser un peu l'intérêt porté. Ça peut être segmenté en famille, kids, tu vois, c'est vraiment des univers assez différents. De ces mailings, il peut se passer deux choses. Soit la personne achète d'elle-même, enfin ajoute une expédition à ses favoris, auquel cas une aventure à ses favoris avec un petit cœur, comme elle ajoute à sa wishlist. Auquel cas, du coup, un second mailing, une seconde batterie de mailing qui va se mettre en place plus spécifique. Et on va arrêter la première partie de mailing justement avec cette personne et on va la faire entrer dans un deuxième mailing qui est vraiment précis sur l'aventure en question pour lui enlever les freins et la rassurer. T'as des mails par aventure, donc si t'as 22 aventures, t'as 22 séquences différentes? Ouais. Ah oui. Après, tu vois, c'est les leviers qu'il y a et on a 250 aventures. Donc après les leviers. 250? On a 250 aventures qui se baladent en gros sur le site. Ah d'accord, moi j'avais compris. Okay. T'avais parlé, non, t'as 22 destinations, mais t'as plusieurs aventures par destination. Ouais, bien sûr. Ah, okay. Et du coup, ce mailing-là va lever les freins et va faire rentrer usuellement la personne jusqu'à un panier. Et puis ça, il y a une catégorie de personnes qui réservent tout seul parce que tout est assez fluide et clair en ligne. Et puis il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir un contact avec nos équipes, auquel cas elles prennent un rendez-vous en ligne. Bien sûr, ouais, t'as un peu les deux possibilités. Ou un message WhatsApp, il y a un peu tout qui se balade, quoi. Grosso modo, on a une majeure partie qui achète tout seul en ligne, avec qui on n'a aucun contact réel c'est incroyable. avant achat, parce qu'on a réussi à créer un funnel assez réassurant et que la marque nécessite pas d'appeler pour vérifier, tu vois, ce fameux truc. Mais quand si tu n'as pas créé, je crois, sa présence sur les réseaux sociaux et une réassurance dans tout le funnel, il y a beaucoup qui souhaitent appeler pour vérifier. Et ça, en fait, c'est un engorgement absolu et c'est clairement un ennemi au scale, quoi. Ouais, je comprends. On va parler peut-être des réseaux sociaux. Donc, non, peut-être avant ça, juste une autre question. Tu m'as pas trop expliqué quand vous êtes lancé il y a 5 ans. Quel était pour vous le contexte quand vous êtes lancé sur le marché? Tu as dit oui, après 3-4 mois, j'ai déjà vendu des voyages. Comment tu t'y es pris? Je sais pas si à l'époque, tu avais déjà développé ton personal branding qui t'a ensuite aidé à mettre en avant ton agence, ou là, c'était directement l'agence qui prenait le dessus et que tu as mis en avant d'une façon ou d'une autre avec tes réseaux. Comment tu as fait ça? Je me suis lancé tout seul et je n'avais pas de réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, je les ai lancés 1 an et demi après, 1 an après, au moment du Covid. Au moment du Covid. Du coup, avec un ami qu'on a en commun, Alex Viseo, où on échangeait. Et pour moi, l'idée était de dire, à cette époque-là, il ne peut pas, on va pas pouvoir tenir dans cette période qui s'ouvre. Je savais pas pour combien de temps elle s'ouvrait. Si on peut pas parler de voyage parce qu'on peut pas bouger. Il y a personne qui part, on est tous chez soi. Donc pour inspirer sur le voyage, il va falloir trouver d'autres approches, d'autres accroches, d'autres thèmes et pourquoi pas celui tu vois, celui de l'entrepreneur et de comment construire une boîte, etc. Et donc c'est à ce moment-là en 2020 que j'ai vraiment été actif sur les réseaux. Et que j'ai commencé à construire une stratégie qui ne m'a pas quitté depuis, qui a eu des pérégrinations, toujours pareil, ça a beaucoup évolué, mais en tout cas, ça m'a jamais quitté. Comment est-ce qu'on s'est lancé au début sur Facebook, avec une page Facebook, avec un mailing, avec une espèce de mailing un peu sauvage que j'avais, tu vois, de toutes mes adresses mail. Je devais avoir 1 millier d'adresses mail, peut-être un peu moins, mais dans Outlook, tu vois, dans tout mon Outlook, on peut extraire les adresses mail avec qui on a toujours été en contact. Ça allait de la CAF à la BNP, j'ai tout pris. Les adresses mail. Et puis, j'ai dit, je lance ce projet, voilà le lien. Je me suis démerdé pour prendre des distribution lists entières de mon ancienne boîte.
le truc au bout d'un moment, ça a bugué en mode vous avez pas le droit, pas possible. Mais tu vois, j'ai quand même envoyé des mails, tu vois, tant pis quoi en fait. Non mais trop fort. Non mais vraiment j'adore. Parce que tu sais, on parle souvent d'avoir une stratégie go-to-market hyper sophistiquée. Toi, t'as envoyé des mails et t'as fait une page Facebook. Bah au début, ouais, c'était un truc un peu pirate quoi. Et puis après assez vite, j'ai fait le truc propre en mode les prochains mails. Bah, inscrivez-vous là-dessus, un lien Mailchimp ou je sais plus à l'époque sur quelle plateforme pour commencer à collecter des mails de façon propre. Et finalement, ça a été assez vite pendant 1 an et demi, j'ai fait grossir cette base mail jusqu'à arriver à, je pense, à peu près 10 000 mails assez vite, sans quasiment aucun market, de bouche à oreille, quoi. D'accord, bouche à oreille, mais tu donnais pas un guide de voyage ou quelque chose qui fait que quelqu'un va donner 100 mails? En fait, non, j'avais pas de lead magnet, que dalle. Ce que je faisais, c'est que, en fait, assez vite, je me suis lancé dans des voyages, dans des expéditions un peu engagées et on a pris des images et tourné un peu des films dessus. D'accord. Et finalement, les gens s'inscrivaient parce que ils avaient l'impression que c'était des expéditions un peu de MyCorn qu'on faisait. C'était presque pour suivre nos pérégrinations plutôt que pour acheter, quoi. Donc en fait, c'était à la fois nourri par deux expéditions qu'on a fait fin 2018 et 2019, la traversée intégrale de l'Islande et la traversée du Sarek en ski et en aile de kite en hivernal, qui est un désert, le plus grand désert glacé d'Europe en Laponie suédoise. Et en fait, ces 2 voyages, on a communiqué dessus sur Facebook, on a trouvé des clients sur Facebook et on a pris un cadreur pour faire un film. Et donc du coup, on avait quand même du contenu assez extrême. C'est ça, ouais. Et donc ça a commencé à pas mal intéresser. Donc sur les réseaux d'Explora, on communiquait ça et ça a tout de suite assez vite pris parce que on faisait aucun market payant et le compte il a assez vite eu je dirais 5 à 10 000 abonnés assez vite en fait. C'est Instagram ou Facebook ou les deux? Instagram, mais les deux. Ouais. Donc en fait, tu faisais les voyages extrêmes, donc tu étais ton propre client, tu montrais tout ce qui se passait, tu avais ton cadreur avec toi, si j'ai bien compris. Ouais, ça. Et tu avais du contenu vraiment de très haute qualité qui était fou. Ouais. Et après, les gens se disaient, ok, je veux faire le même genre de voyage. Et toi, à la fin, tu avais ce voyage-là que tu proposais parce que tu l'avais déjà fait. Ouais, exactement. Et grosso modo, j'étais en mode, bon, bah, les gars, moi, j'ai fait 10 ans dans la finance, je change de vie, je fais ça, mais d'abord, je fais les expériences que je vais vous vendre. Donc, bah, là, c'est un changement de vie. J'étais devant mes 15 écrans et là, il fait moins 40 et je dois allumer le poêle à bois où il fait moins 40 et j'arrive pas à déplier mon kite. J'ai les doigts gelés. Les mecs, c'est là en mode, oh, le gars, il change de vie, c'est vénère. Et en fait, c'est cette histoire-là qui a intéressé, qui m'a fait faire des podcasts autour de la reconversion, qui a suscité pas mal d'engouement sur les réseaux et qui a fait que finalement j'ai assez vite dit, et c'est pour ça qu'il y a eu un passage à l'achat qui a été assez rapide, c'est qu'on a dit pour préparer ce projet, en fait, vous avez besoin de savoir faire tel et tel skill, vous avez besoin d'avoir tel et tel skills, donc en fait, on va faire des petites formations de 2-3 jours, des petites formations apprenantes, un stage d'alpinisme, stage de rafting, stage d'orientation, stage bivouac, survie, machin. Et c'est ces trucs-là qu'on a vendus. D'accord. Et c'est qui donnait les stages? C'était des prestataires à vous? On a gardé le même modèle, business model. On a des guides qui sont des accompagnateurs en moyenne montagne, des guides d'alpinisme, des brevets d'état rafting. Enfin, ça dépend de la discipline en question. Oui, je comprends. Des diplômés d'état et on les paye à la journée et ils sont prestats, quoi. Et nous, on fait un package après autour de matos, bouffe, transport, hébergement, etc. Et donc, c'est ça qu'on a vendu, c'est ces expériences de 3 jours sur les rivières du Mont Blanc, mon premier 4000, bushcraft et survie en pleine nature, trek et mon premier bivouac, tu vois, c'est ces trucs-là. Ok, d'accord. Voilà, de ces micro-aventures, finalement, se sont beaucoup vendus et les gens achetaient ça en se disant c'est peut-être le pas vers la grande aventure, quoi, un jour. C'est ça. Donc au début, c'était des micro-aventures de quelques jours. Et puis après, tu as commencé à rendre ça plus, on va dire, mainstream, où c'était un peu plus long, moins extrême, je suppose. Petit à petit, on a effectivement ouvert le cône. On avait 5 niveaux de difficulté. Nos experts hyper engagés, c'était niveau 4 sur 5 ou 5 sur 5. Et on vendait des 1 sur 5 ou des 2 sur 5 sur 3 jours
pour avoir un goût d'eux, quoi. Et finalement, la boîte, au fur et à mesure, a créé des échelles intermédiaires, des barreaux intermédiaires entre ce 1 sur 5 et ce 5 sur 5. On a créé des aventures un peu plus progressives. Ouais, je vois. Et aujourd'hui, c'est à peu près toujours le cas. On a je pense, la moitié de nos aventures qui sont niveau 2, un tiers qui est niveau 3. On doit avoir 10% niveau 10-15% niveau 4 et 10% niveau 1 méga accessible. Ça, c'est ce qu'on essaie de densifier. Ok, ouais, je comprends. Ok, je sais plus où j'en étais par rapport à tout ça, mais ouais, non, ce que j'allais dire, c'est que j'ai l'impression que toi, assez vite, le personal branding, c'est quelque chose qui a énormément fonctionné puisque les gens se sont connectés à ton histoire. C'est souvent le cas. Tu racontes une histoire, tu racontes une aventure. Voilà, ça tombe bien sur ce coup. Et les gens se retrouvent là-dedans et te suivent en fait dans ton aventure. Donc toi, je pense que tu as vite compris ça et que ça a été un levier, on va dire, de développement de ta boîte, surtout dans une période où, comme tu as dit, tu t'es lancé il y a 5 ans, donc là on est en 2024. En 2019, un an plus tard, c'était le Covid et tu devais d'une façon ou d'une autre créer de la demande. Avant qu'on puisse de nouveau voyager, parce que je me rappelle même plus si en 2020, je pense qu'on pouvait quand même voyager, mais c'était plus chaud. Genre en été. On a pu voyager janvier, février. Février, ça commençait à tourner un peu. 12 mars, 18 mars, on est confiné. Pendant 3-4 mois, ouais. Pendant jusqu'à fin mai. Et globalement, à fin mai, on peut voyager à 100 km de chez soi pendant 2 semaines, 3 semaines. Puis ça se réouvre à la France et c'est assez compliqué d'aller à l'étranger jusqu'en novembre où il y a un deuxième confinement et il y aura un troisième confinement en 2021. Donc tu fais pas beaucoup de business à ce moment-là, on est d'accord? Tu fais quasiment pas de... Bah si, en fait, pendant l'entre-deux confinements de fin mai à novembre, on a du coup vendu beaucoup de ces aventures-là françaises. Oui, d'accord, très à proximité à 100-200 km. Okay. Et quand je dis beaucoup, c'est pour 700 000 euros, tu vois. Alors que la boîte existait à peine, quoi. Ok. Finalement, donc, commencer l'acquisition payante. Notre premier mois d'acquise payante, ça doit être décembre 2019 ou janvier 2020. Ok, d'accord. Ouais, c'était l'Eldorado à ce moment-là. Bah, du coup, c'était le tout début. Après, il y a eu le Covid juste après. Et donc là, c'était quand même le bazar, quoi. Tout de suite. Ouais. Donc, ça a tout perturbé parce que les gens... tu vois, on avait des coûts par membre qui étaient hyper faibles. Ouais. Parce que les gens avaient envie d'être inspirés, ils étaient bloqués chez eux, donc évidemment ils voulaient tous être curieux, donc ça coûtait rien d'avoir des membres. C'est ça. Les acquisitions ces mois-ci de dizaines de milliers de membres. Ouais, t'avais des membres à moins d'€1. Ah oui, des membres à quelques centimes. Ah, c'est incroyable. Là, tu les payes. Enfin, je sais pas si tu peux nous le dire. À ce point, tu payes un membre aujourd'hui en 2024. Plusieurs euros. Donc, tu es à 3, peut-être 2, 3, 4 euros. Alors qu'avant, et à l'époque, c'était quelques centimes. Donc, effectivement, il y avait un effet d'aubaine. Après, il faut, voilà, c'est pas des acheteurs non plus. Ce sont des gens intéressés. Donc, c'est une période dans laquelle il y a eu aussi beaucoup de curieux qui n'ont pas nécessairement acheté par la suite. Mais en tout cas, depuis la création du projet, quasiment chaque mois, on a l'ensemble de nos cohortes de membres de nos cohortes historiques qui achètent. C'est-à-dire qu'en fait, là, en août 2024, on avait l'ensemble, on a du chiffre d'affaires qui vient de quasiment 100% de nos cohortes depuis décembre 2019. Ah, c'est bien mesuré. Mais ça, je te laisse la question pour la fin. Ça m'intéresse de savoir justement jusqu'à quand une personne peut devenir client chez vous et comment vous réactivez des membres, tu vois, qui datent d'il y a longtemps. Mais c'est intéressant. Donc aujourd'hui encore, pour terminer là-dessus, parce que moi, tu m'attends plus, mais tu as des personnes qui vont faire un voyage en 2024 et qui se sont inscrits dans une cohorte de 2019-2020. Oui. Ok, ça c'est fou. Ouais, exactement. Je voulais revenir avec toi sur le sujet social media. Donc tu parlais beaucoup de réassurance à ce niveau-là. Pareil, donc sur les comptes réseaux sociaux, comment vous les avez développés à ce niveau-là? Donc tu as créé du contenu, mais il n'y a pas que du contenu que toi tu as créé. J'ai encore été voir tout à l'heure, il y a du contenu qui sort d'un peu partout, du contenu, je pense, UGC avec des créateurs. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu comment vous créez votre contenu et à quoi ça ressemble aujourd'hui, votre stratégie en elle-même? Ouais, ça n'a pas été si facile que ça. Ça a même été assez compliqué parce qu'on est dans un secteur où l'image du coup vidéo est hyper importante parce que on vend une expérience, les gens ont envie de voir le lieu où ils vont aller, ils ont besoin de voir plein de détails du voyage.
Un voyage en plus, c'est vraiment à la fois un hébergement, à la fois ce qu'on mange, à la fois les autres personnes, à la fois les activités. Donc il y a en plus d'une vidéo, on peut pas juste montrer le lieu comme un Airbnb, on peut pas juste montrer l'activité comme si je faisais une activité à la journée. On a besoin de montrer beaucoup de facettes. Donc c'est de la vidéo, mais en plus c'est de la vidéo avec une attente d'en voir, de voir beaucoup de coutures de l'expérience pour être rassuré. Donc c'est ou inspiré. Donc c'est vraiment technique. On a commencé avec une stratégie de dire ok, on peut avoir du contenu de 3 manières différentes. Soit on fait venir une boîte de prod avec nous sur le voyage. Ok, 5000 balles à chaque fois, quoi. Donc ça, impossible. Même si on se disait qu'on allait amortir ces coûts-là sur des années, etc. La certitude qu'un voyage en question va te rapporter de l'argent pendant des années est faible. Il y a un énorme turnover dans les catalogues. Ça peut être la mode d'un truc, tu vois, d'un voyage, d'une destination à un moment, mais t'es pas sûr que tu vas garder ce voyage-là avec cet hébergement, ce prestataire, ces activités exactement identiques. Bien sûr, bien sûr. Te dire, ce film, je le garde avec moi, je le rentabilise pendant des années. Donc cette stratégie-là, complexe, d'en imaginer un retour sur investissement évident, et encore plus complexe de le scaler et de l'avoir comme modèle de créa de contenu. Donc après, le deuxième étape potentielle, ce serait de se déplacer moi ou des gens de la boîte, des salariés. On peut dire on compense un peu parce qu'on leur fait vivre l'expérience et du coup c'est aussi un engagement, c'est peut-être un avantage en nature et peut-être que ça nous permettrait d'avoir des salaires plus bas, etc. Il y a ça aussi pour que les gens de la boîte connaissent les voyages, les vivent, etc. Fait des voyages gratuits pour les salariés. Ouais. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et ça fonctionne toujours. Quand on est chez Explora, on a un budget de 2500 € de voyage par an. Par personne, par tu veux dire. Ouais. Okay. Donc, ça leur permet quand même de voir du pays et de ça fait environ 15 jours, quoi. De 3 voyages, quoi. Une semaine type, c'est 1500. Donc, ça leur permet de soit partir 2 fois en Europe, soit faire 5, 6, 7 week-ends, quoi. 2-3 jours. Donc, c'est intéressant. Donc, ça, c'est un des leviers, mais effectivement, il n'est pas permanent. Tu vois, on est 20-25 dans la boîte. Il y a un gars qui part tous les 3 semaines, grosso modo. D'accord. Une personne toutes les 3 semaines. Donc, oui, c'est ça. Le deal, c'est ce que Martin tombe, c'est que la personne qui part en voyage doit faire du contenu. Elle fait un peu de contenu. C'est pas, tu vois, genre, et c'est aussi assez inégal. Il y en a qui adorent ça, qui en font du bon. Il y en a qui aiment moins ça. Donc, il y a, voilà, c'est une manière d'avoir du contenu, mais pareil, c'est pas un levier, ce sont pas des créateurs de contenu professionnels non plus. Bien sûr. En tout cas, c'est toujours un retour d'expérience, un espèce de vlog. Salut, je t'emmène avec moi dans les Dolomites, jour 1, machin. Et puis nous, après, on remonte tous les trucs pour en faire effectivement une histoire sympa. Et donc ça, finalement, ça va te faire, peut-être une vingtaine de contenus dans l'année, tu vois. Ok, d'accord. Ok, j'aurais pris plus sur le coup, vu que t'as, oui, ça t'avais un salarié. Ouais, ils partent, peut-être 20, 25 contenus, mais en tout cas, si t'en as un contenu tous les 15 jours, c'est pas mal, mais ça suffit pas non plus à te faire ton maillage de créer de contenu. Troisième étape, ça va être effectivement, des influenceurs, des créateurs de contenu, qui du coup ferait la même chose, mais de manière rémunérée ou offerte. On l'a très 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 peu fait en fait. On l'a plus fait au début et on en est revenu et moi j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est sur des paniers qui sont trop élevés pour se dire que j'offre un voyage versus du contenu. Le contenu ne vaut pas le prix d'un voyage. En fait, c'est pas possible. Ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Je prends souvent cet exemple-là et c'est pas pour critiquer. Je veux dire, c'est une chance d'avoir ce panier moyen-là pour l'acquisition. Mais quand tu as des déos comme Justine de Respire, elle me dit, et je le vois, j'envoie des déos à la planète entière et du coup, ils parlent de mon déo. Effectivement, quand tu as un déo qui te coûte 3 €, tu prends pas le même risque à inonder la planète entière de déodorants et tous les influenceurs de ton carnet d'adresses pour qu'ils en parlent. Parce que même s'ils en parlent pas, t'as pas perdu grand chose. Et puis, s'ils en parlent, 3 € la story, c'est quand même un bon coup. Le truc, c'est que nous, quand t'as un voyage à un panier à plus de 1000 balles, tu prends le risque de te dire, je mets 1000 balles sur cette personne et je pense qu'il y a quasiment aucune marque qui envoie même
à Caroline Receveur 1000 balles de produits, quoi. C'est vrai. Tu vois, en gros, pour moi, la stratégie influenceur, on l'a un peu fait et les retours sur investissement, ils sont très très complexes, quoi. C'est ça. Ils sont très complexes parce qu'il faut qu'on l'a fait avec Major Mouvement, avec Justine Hutto, qui sont des amis maintenant, mais ça fonctionne peut-être avec eux, mais en vrai, dans l'absolu, l'influenceur voyage qui te contacte et qui te dit salut, est-ce que je peux partir, ça marche rarement. Ça marche Oui. c'est des paniers trop élevés. Il va inspirer sa communauté, mais de là à ce que sa communauté qui connaisse pas la marque soit réassurée par cette personne qui n'en parle pas comme celui. Enfin, il y a trop de facettes finalement dans le voyage pour rassurer sur l'achat. C'est un modèle qui est complexe. En plus du voyage, t'es jamais sûr que le départ va se faire parce que ça dépend des conditions météo. Ça dépend aussi parfois du remplissage du groupe, mais surtout des conditions météo. Donc, t'es jamais sûr que tout va se faire comme ça devait se faire. Ce qui fait que tu viens mettre de la complexité de calendrier chez des gens qui ont déjà des calendriers complexes et qui peuvent partir déjà peut-être à ce moment-là, mais qui ne pourraient pas partir si le truc était décalé de 48 heures. Oui. Et donc, finalement, ça rend le truc assez complexe. Donc, je parle pas de tous les coûts cachés qu'il y a avec des transports qui peuvent varier, leur calendrier peut bouger, il faut ajuster les trucs. Transport aérien et ferroviaire, c'est pas les leviers les plus flexibles. Tu ajoutes du matériel technique que la personne n'a pas du tout parce que voilà. Donc complexe. Et donc on arrive sur le 4e possibilité de créer du contenu, c'est l'UGC, effectivement, les participants. Et là, c'est une quête permanente, continue et qu'on a toujours aujourd'hui. C'est comment tu remontes du contenu de ces gens-là qui ne sont pas des pros, qui n'ont pas forcément envie de se mettre en scène. Voilà, quel levier, comment, quel reward, voilà. Quel reward, c'est ça. Bon, je suppose de la fidélité. Un point fidélité ou un truc comme ça. Mais bon, au début, tu ne vas pas te faire des points fidélité à la booking quand tu lances ta boîte, tu vois. C'est pas le. Oui, c'est pas évident. C'est complexe. Donc finalement. Donc voilà, donc ça, je détaille pas plus parce que c'est en cours, il y a plein de leviers, mais c'est pas facile. D'accord, ok. Et puis après, il y a pas de contenu ou du contenu de banque d'images et de banque de données pour faire comme si tu étais parti, etc. Et ça, c'est méga casse-gueule, méga glissant. Ça peut fonctionner pour des photos parfois quand t'as pas la belle photo, mais que tu y es allé, mais que tu vois les photos que tu as en banque d'images d'un lieu. D'un massif sont plus quali que les tiennes, tu vois. Ça, à la limite, pourquoi pas. Mais après, assez vite, quand tu vas rentrer dans l'expérience, tu vas pas trouver une photo en banque d'images de cet hébergement en question ou de cette activité à cet endroit-là. Donc, assez complexe. Ouais. Donc, tu vois, ça donne finalement notre contenu, il est créé en mix d'un peu tout ça. Il y a aucun levier unitaire qui fonctionne beaucoup mieux qu'un autre. Ça reste un mix permanent de ces 5 leviers potentiels de créa de contenu. D'accord, je comprends. Non, c'est vrai qu'à t'écouter, c'est vrai que la création de contenu est pas si scalable que ça, parce que c'est pas simple de créer des contenus, il faut être bon. T'as pas non plus 150 employés, donc tu peux pas avoir plusieurs contenus par an par employé, ce qui ferait des centaines de contenus à la fin de l'année. Attends, tu vois, c'est aussi ça aurait été aussi c'est aussi un budget. Donc c'est pas, c'est aussi pas ce qui est là parce que aujourd'hui, on est une petite équipe et on a besoin que chacun soit méga engagé. Si on était 200, peut-être qu'on n'aurait pas besoin du même niveau d'engagement unitaire et peut-être que on le ferait qu'avec une proportion de salariés plus fine. Donc, tu vois, je suis même pas sûr qu'avec 200 salariés, on ferait partir 200 personnes. Non, je sais. Les coûts fixes sont toujours plus importants, plus t'as de salariés, c'est comme ça. Donc, nous, quand on organise des team building, on voit que c'est pas la même chose d'organiser un team building avec 13 personnes qu'avec 5. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et les guides, tout ce qui est guide, ça marche pas, ça. Parce qu'en fait, c'est pas les voyageurs eux-mêmes. Donc si, ça pourrait marcher parce qu'ils sont dans l'expérience, ils savent quoi filmer, ils connaissent a priori la temporalité des événements qui vont arriver, tu vois. Et ils savent qu'il va se passer ça, qu'ils vont dormir là, donc ce serait les bonnes personnes pour être le producteur du contenu parce qu'il connaît le fil. Par contre, c'est des mauvais preneurs de contenu. Ouais, c'est vrai que d'accord, je comprends. C'est pas leur truc. C'est pas leur truc.
c'est pas leur truc. C'est pas pour partie leur génération. Et pour les accompagnateurs et les guides plus jeunes, on en a qui ont la trentaine évidemment. Ils sont pas fans quoi. En gros, il faut quand même avoir en tête que les réseaux sociaux, ça reste quand même assez urbain quoi. Oui. En fait, c'est quand même être connecté, les écrans, c'est un truc de la ville quoi. À la campagne, on est moins connecté. On en a moins. Malheureusement, heureusement, on a été moins picousé au truc quoi. Donc c'est pas un réflexe, une culture absolue quoi. Donc la création de contenu, les réseaux, ça pénètre difficilement dans le monde des professionnels de l'outdoor. Ok, je comprends. Ok, donc ça fait que c'est quand même une certaine complexité, on va dire, à créer du contenu. Après, vous le faites et ça a l'air de marcher. Donc, si je comprends bien, principalement le contenu que vous faites, ça va être du contenu qui montre une exploration, qui montre un voyage, ou est-ce que vous avez d'autres contenus? Parce que là, tu as parlé beaucoup de réassurance. Est-ce que tu as une Ouais, non, stratégie derrière? il y a différentes strates de contenu. Bon, on les découvre en se baladant sur le feed, mais il n'y a pas de plan secret. Mais ça va être du contenu, effectivement, du retour d'expérience de nos voyageurs. Ouais. Ouais. Ça va être des tutos pour apprendre des choses sur un secteur, une discipline, un tuto comment faire des nœuds en escalade, comment s'assurer en escalade, comment bien choisir, j'en sais rien moi, son aile de kite, comment la différence entre des skis de randonnée, des skis nordiques, des skis alpins, des skis de fond, ça va être, tu vois, c'est en gros pour comprendre, pour mieux comprendre une discipline et pouvoir mieux choisir une aventure qui te correspond. Donc ça, c'est des tutos que nous on tourne en interne. Il va y avoir des contenus inspi autour de des conséquences. D'un point de vue carbone, des voyages qu'on fait, donc pour apprendre des choses à notre communauté. Est-ce que des sortes de le savais-tu quoi? Savais-tu que la consommation de tel ou tel voyage, l'impact de telle ou telle destination, Environnemental, ouais. etc. Donc donner des éléments plus instructifs. Et il va y avoir après des contenus on va dire behind the scene de qui on est, ce qu'on fait, nos valeurs, comment on les incarne, nos moments en équipe, etc. Pour que les gens puissent aussi créer une réassurance, une connaissance vis-à-vis de la marque, quoi. Ouais, je comprends. Ok, donc tu as vraiment les trois types de contenus, on va dire tofu, ça va être tout ce qui va être, tu vas parler d'environnement, tu vas montrer des expériences de voyage un peu uniques. Middle of the funnel, ça va être, comme tu l'as dit, des contenus éducatifs sur la randonnée, j'ai oublié ce que tu avais dit exactement, des tutos, pardon. Et bas de tunnel, ça va vraiment être des contenus où vous allez reparler de vos valeurs, donner des témoignages de clients qui ont réellement fait une aventure et ce qu'ils en ont retiré. Donc, si je comprends bien, c'est comme ça que vous fonctionnez en termes de stratégie. Effectivement, ouais. Classique. Ok. Et dernièrement, sur la partie contenu, votre contenu paid, est-ce que c'est le même contenu que le contenu organique? Est-ce que vous prenez du contenu organique, vous le mettez en paid, ou alors est-ce que vous avez un contenu spécifique pour le paid? Tu sais, un peu plus des statiques où tu vas avoir une USP claire dans l'image ou dans la vidéo. À quoi ressemble votre contenu paid concrètement? C'est du contenu spécifique créé pour ça. On n'utilise pas le contenu paid, le contenu organique pour du paid. Ok. Sauf des pubs, des posts boostés sur Meta, des posts organiques boostés, mais en fait, parce que ça c'est un levier qui fonctionne pas mal, mais en fait, on fait ces posts organiques là, on sait qu'ils marcheront pas en organique. En fait, en payant, tu veux dire? Bah, on les fait en organique, mais on sait que leur unique but c'est d'être boosté, quoi. Parce qu'en fait, c'est des formats qui ont plus une tête de faire format payant que d'organique inspirant. Du coup, c'est pas boosté naturellement par les algorithmes. Ok. Et donc finalement, notre contenu payant, il est conçu comme tel. Et donc oui, effectivement, des contenus différents en fonction d'à qui on s'adresse. Ceux qui connaissent pas la marque, on leur présente ce qu'on fait, les avantages qu'ils auraient de partir avec nous versus faire un voyage tout seul. Et ceux qui connaissent la marque, on essaie de les inspirer sur différentes collections pour leur dire est-ce que tu savais qu'on faisait de l'apnée sous glace, de la méthode Wim Hof, des câlins aux arbres, tu vois, ou alors est-ce que tu savais qu'on faisait du ski kite, du ski de pentraide, de l'apnée sous glace, et donc tu vois, on va leur amener des différentes collections pour les inspirer.
Ok. dans l'unique but de leur planter des petites graines et que ça puisse nourrir un imaginaire, une envie de faire cette aventure-là un jour, quoi, et qu'ils aient le réflexe de se dire ski kite, Explora, quoi, apnée sous glace, Explora, quoi, chien de traîneau, Explora, aurore boréale, Explora, quoi, Alpi, Explora, camp aventure pour mes enfants 7-12 ans avec des valeurs green, loin des écrans, proche de l'expérience nature, Explora. Tu vois, en gros, c'est à nous de leur mettre dans la tête aussi des inspi pour qu'ils puissent prendre leurs décisions le moment venu. On sait que ce sont des cycles qui sont longs. Je comprends, ouais. On peut pas être commercial poussif. On est juste, on essaie d'être un maximum inspi, quoi. Je comprends, très inspi. C'est peut-être un peu technique, mais est-ce que tu connais la part de ton budget qui est dépensé dans du retargeting, donc des gens qui vous connaissent déjà? Ouais, mais je préfère pas la partager. Ok, pas de souci. Tu vois, tout ce qui est allocation de budget, c'est des choses quand même très spécifiques, Ouais, dynamiques, ouais. Mais évidemment, ouais, je peux te donner. Enfin, je connais l'allocation en paid, en search, en meta, en pmax, en banners, en retargeting, en acquise, en mid-funnel. Bien sûr, bien sûr. Ok. Non, parce que je posais la question et c'est pas besoin d'y répondre parce que évidemment, plus ton site d'achat est long, plus tu vas investir du budget sur tes audiences à toi. Ouais. Mais la difficulté qui est que nos audiences sont pas assez grosses pour bien sûr, aussi grosses soient-elles au regard de Meta pour faire mettre beaucoup de budget là-dessus. Quand bien même tu voudrais, parce que tu dis c'est le plus efficace, ceux qui me connaissent déjà. Ouais, mais les algos de Meta, ils ont pas, enfin 10 000 membres, ça va pas. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais toi, tu dois faire, je peux te conseiller, tu dois faire de la vue de vidéo. C'est-à-dire, tu dois booster au maximum tes vidéos et puis après reprendre les gens qui voient tes vidéos jusqu'au bout. Ouais, bah ça, effectivement, on le fait. C'est juste après, il faut avoir des volumes qui soient suffisants oui, bien sûr. pour avoir des campagnes qui puissent dépenser beaucoup, donc rapporter beaucoup. Et quand bien même on aurait, aujourd'hui, on a 250 000 membres en base sur le site. Ouais, c'est beaucoup. Donc ouais, c'est déjà intéressant. Et pour autant, le mid sur Meta, campagne par campagne, parce qu'à nouveau, on a quand même des audiences. Faut s'imaginer qu'on a des personas qui sont quand même assez différents. Donc entre celui qui achète pour le camp aventure de son enfant de 7 ans et celui qui veut faire du ski kite hardcore en Laponie, bah, c'est pas le même. Donc en fait, en gros, il faut avoir en tête que tu divises à chaque fois tes audiences, la taille de ton audience globale entre chacune de ces collections, quoi. Ouais, bien sûr. Non, je suis d'accord. C'est que je doute pas que vous avez une stratégie, excuse-moi de t'interrompre, où tu vas avoir des personas spécifiques. Parce que si tu fais des campagnes par aventure, bon, tu auras beaucoup de campagnes. Ouais, ça marche pas, ouais, effectivement. Ok. Et là, tu as parlé rapidement de Pmax. Donc, vous faites aussi du SIA malgré le fait que les coûts sont élevés, mais je suppose dans d'autres logiques, aller chercher un mot-clé spécifique en search, où là, c'est très cher. Ouais, alors bon, il y a parfois des niches qui peuvent fonctionner, qui sont des choses assez spécifiques à l'univers de l'aventure sur lequel on est positionné. Ouais. Et donc effectivement un peu de SIA aussi. Ok. Du SEO, j'ai envie de dire davantage. Enfin, c'est pas les mêmes investissements, donc c'est difficilement comparable. Mais en tout cas, on travaille aussi beaucoup le SEO depuis 2-3 ans. Ok. Et donc, c'est un levier qui commence à être intéressant parce que les trafics sur le blog venant du SEO sont chaque mois plus importants et ça commence à être très conséquent. Ouais. Non, c'est pas simple le SEO, mais ça, une fois, enfin, vous avez une stratégie bien en place, ça finit par payer après plusieurs mois, voire plusieurs années. Après, il faut investir dans cette stratégie-là, soit avec des agences, soit en le faisant en interne. J'ai l'impression que toi, tu as beaucoup internalisé ton acquisition, tout marketing. Ouais. Tout est internalisé, t'as pas de prestataire. Ok. Ouais, on a tout internalisé. Et donc les rédactions SEO, on fait des formations internes en SEO et donc n'importe quelle personne qui écrit quoi que ce soit pour Explora, c'est SEO friendly, quoi. On n'est pas des grands fans des articles dégueulasses qui n'ont que pour but tu vois, qui sont illisibles et inintéressants et qui ont juste pour but de te différencier. Donc il faut que les pages de nos aventures soient bien écrites. SEO friendly aussi, tu vois, il y a beaucoup de rédactions qu'on fait, pas que les pages de blog, aussi quand les gens tapent, tu vois, un truc sur Google, il faut qu'ils tombent sur nos aventures assez vite, donc il faut qu'elles soient bien décrites, il faut qu'elles soient inspirantes et en même temps qu'elles
qu'elles répondent à ce que les gens recherchent. Donc, c'est quand même... Ouais, bien sûr. C'est pas simple. Et là, tu as parlé du fait que vous avez des formations internes en SEO. Donc, tu as plusieurs personnes dans ton équipe marketing, je suppose, qui écrivent, ou c'est limite encore plus large que le marketing? Plusieurs personnes qui écrivent, ouais. Ok, d'accord. T'as pas juste une seule personne qui passe ses journées à écrire des articles. Ça serait un peu... Non, on trouve ça... on n'a pas voulu avoir de job de copywriter que ça. On trouve que c'est un peu répétitif et pas forcément facile, et du coup on en a plusieurs, ça tourne. Il y en a en fait une qui est principalement attachée à ça, et puis il y a peut-être 3 autres personnes qui rédigent en complément, tu vois, sur certains sujets, certaines thématiques. Tout repose pas sur les épaules d'une seule personne. Ok, je comprends. Ok. Autre chose sur le marketing en particulier que vous faites que tu trouves différenciant, dont on n'a pas forcément parlé actuellement? On a parlé d'ads, on a parlé de vidéos, on a parlé de Instagram, personal branding. Après, on eut testé du marketing offline avec des événements jusqu'au Covid. On avait ce qu'on appelait nos Explora Talks. C'était des TED Talks pour parler d'aventure. On faisait venir un explorateur, une exploratrice pour parler de son voyage, présenter son film, ou juste pour un débat autour d'une thématique donnée. On a fait ça dans plusieurs villes de France et de Suisse. C'était assez riche, ces moments de partage. C'était des moments gratuits, je crois. Parfois, il y avait des salles qui nous imposaient 1 euro, un truc comme ça. Mais en gros, l'idée, c'est que c'était gratuit. On a eu entre 30 et 450 personnes au fur et à mesure du développement de ces événements-là. Donc, on venait se poser, par exemple, dans une halle à Lyon pour projeter un film, et puis après on parlait aventure. Moi je pitchais Explora au début de cette séance, et puis ensuite on leur disait voilà, ce que vous avez vu avec telle aventurière, tel aventurier, c'est exceptionnel. Si vous voulez, avec Explora on vous aide à vivre un peu de ça, peut-être de manière plus sécurisée ou de manière plus adaptée à votre quotidien, et puis après on partageait une bière, et voilà. Et ça on en a fait une 15aine d'éditions comme ça. C'est vraiment génial, à Lyon, à Toulouse, à Paris plusieurs fois, à Annecy, à Genève, je dois sûrement en oublier. Et c'était vraiment, vraiment cool. Ok. Et pourquoi vous avez arrêté de le faire? Il y a le Covid qui est arrivé, quoi. Ah, ok, d'accord. D'ailleurs, on a été sur notre édition de février 20 à Lyon. On a été clairement un cluster, quoi. Parce qu'en fait, on avait 450 gus dans la salle, et c'était le Covid qui était en train d'exploser à ce moment-là. Et on a eu plein de gens qui nous ont dit... Ah, désolé. Bon, écoute, ça arrive. On a arrêté à cause du confinement, et on n'a jamais vraiment repris, tu vois. C'était un cycle. Je trouvais ça génial. C'était riche de partage avec la communauté. Après, on est rentré dans un cycle où il fallait compter les sous et peut-être faire plus attention au retour sur investissement immédiat, et le offline, c'est pas facile. Bien sûr, ouais. Mettre des QR codes, tu peux dire comment vous nous avez connus, mais on sait très bien que on a été, on crée tellement de points de contact avec notre audience qu'ils savent même plus comment ils nous ont connus, en fait. Tu fais du CAC déclaratif, c'est-à-dire demander à la fin à la personne comment vous m'avez connu? Non, parce qu'il ressort n'importe quoi. En fait. Bah oui, c'est ça. Ils savent pas. Moi, j'allais dire, ils savent pas forcément. Et puis, dans votre cas, il y a tellement de points de contact avant d'acheter. Tu vas 10 000 fois sur le site, 10 000 fois sur Google. Donc, c'est surtout que ce qui va ressortir, c'est que de l'organique. Parce qu'en fait, les gens ne se souviennent pas qu'ils ont vu une banners, tu vois, sur Facebook ou machin, ou une pub. Ils savent plus trop, en fait, si c'était une pub ou si c'était un post organique. Donc, ils nous disent, je vous ai connu bouche à oreille. Aujourd'hui, c'est bouche à oreille, qui veut être mon associé, ou sur les réseaux. C'est ce que les gens répondraient. D'accord, c'est ce qu'ils répondraient. Mais c'est pas ça. Sur les réseaux, c'est pas si c'est du payant, machin. Et je pense que avec du déclaratif, si tu analyses les réponses et que tu veux en prendre action, tu arrêtes le payant, quoi. Tu vas te dire. Moi, je crois pas. Je crois pas trop non plus. Le payant, ça sert à rien. Personne se souvient qu'il nous a vus en payant, vraiment, parce que c'est pas le truc dont tu te souviens le plus. C'est ce qui fait que tu vas peut-être être réactivé à un moment, mais tu te souviens du offline, tu te souviens d'un podcast écouté, tu te souviens du personal branding davantage, tu te souviens, ouais. Donc globalement, on a arrêté de le faire. On traque bien et on sait en gros d'où viennent les gens et les canaux qui sont efficaces. C'est vrai que sur après toute la stratégie organique,
Voilà, c'est une distribution entre mon compte et celui d'Explora. On essaye d'utiliser ces canaux-là au mieux. Quand tu dis que tu travailles bien, c'est directement dans le CRM, c'est-à-dire dès qu'une personne devient membre, tu sais il vient de quelle source et quand la personne finit par acheter, tu as vu les différents points de contact qu'elle a eu. Comment ça se passe à ce niveau-là, peut-être rapidement? On sait si nos membres ont été acquis avec de l'organique, une campagne Google Search, une campagne Meta, une campagne PMax ou de la banners Criteo. On sait d'où ils viennent. Et après, on ne sait pas d'où ils viennent quand c'est de l'organique. On ne sait pas quel organique. On sait juste qu'ils se sont connectés comme ça d'eux-mêmes et a priori qu'ils n'ont pas eu de point de contact paid. Donc tout le reste c'est organique, tu vois. Oui, je comprends. D'accord. C'est comme on fait pas de déclaratif et qu'au moment où il se crée un compte membre, on lui dit pas comment tu nous as connus. Je pense que ça aurait assez peu d'intérêt. On voit bien les trafics chaque semaine, le trafic de notre site, on voit bien d'où il vient. On regarde ce qui vient du mailing. Du paid, ce qui vient du direct, ce qui vient de, tu vois, donc finalement on traque la provenance de nos membres et puis on regarde après l'efficacité de ces cohortes de membres acquises chaque mois, canal par canal. Ouais, ce que j'allais dire, c'est vraiment voir d'où ça vient et après la cohorte, 6 mois plus tard, qu'est-ce qu'elle a donné. Donc, la cohorte, le mois M, ce qu'elle a donné. Le mois M, elle achète le mois M, on a 25% de notre chiffre d'affaires qui vient de 30 jours. Qui vient de la cohorte du mois M. D'accord. Donc pour toi, le mois M, c'est 30 jours. C'est 30 jours. Le mois M, c'est entre 1 et 30 jours. C'est-à-dire, je te dis à fin août que j'ai 25% de mon chiffre d'affaires d'août de membres que je n'avais pas en juillet. Incroyable. Et comme tu as dit, c'est en moyenne 45 jours ton parcours d'achat. Mais avec des disparités telles que, à nouveau, il y en a c'est 2 jours et il y en a c'est 4 ans, quoi. Bien sûr. Je y reviendrai à la fin. J'ai vraiment envie de terminer là-dessus. Tu as parlé de Qui veut être mon associé. Alors moi, l'émission, j'ai commencé à suivre, je pense, à la saison 2. Ou saison 2 ou saison 3, j'ai pas le souvenir de t'avoir vu, mais je sais que tu y es passé. C'était passé à la saison 1, c'est ça? Non, on est passé à la saison 2. Ok, saison 2. Donc c'était il y a 3 ans. C'était en 2020 et en diffusion février 22. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Soit je vais pas faire d'ensemble. Peu importe. Donc en gros, dès février 2022. Ça a été quoi pour vous j'enchaîne directement là-dessus, l'impact sur le business, on sait que ces émissions-là, dès que tu y passes, normalement, ça change tout. Est-ce que toi, tu as vu que ça a propulsé ton business? En fait, moi, je casse une idée reçue là-dessus, c'est que quand on passe dans ces émissions, ça change pas tout. D'accord. C'est un fantasme, en fait, de beaucoup, mais je pense que avec Respire, parce que Justine et Respire étaient passés à saison 1, je pense qu'on avait beaucoup échangé en amont, on était prêts pour ces passages-là, etc. Et c'est intéressant de voir, grosso modo, que de part et d'autre, avec des paniers moyens giga différents, chez nous 1 000 euros, chez elle 20, l'impact que ça a pu avoir en vente immédiate. Après, le reste, tu le sais jamais trop. À nouveau, ça vient booster ton organique. Ça te fait, tu vois, plus de trafic, plus de gens qui te connaissent, plus de notoriété. Après, sur les soirs d'émission, je pense que ça devait être de l'ordre de 50 000 euros, tu vois. Voilà. Après, comme tu es sur des sites d'achat longs, ils peuvent pas acheter d'un seul coup comme si tu allais acheter un déodorant et tu vas faire 100 000 euros. Chez Respire, c'était ce que ça avait fait, tu vois. Donc, en fait, sur le site d'achat, on a eu beaucoup moins d'acheteurs, mais des paniers plus élevés. Et eux, ils ont eu beaucoup plus d'acheteurs, mais des paniers plus faibles. J'ai envie de dire, globalement, t'as 1 million... 7 à 2 millions de personnes qui regardent l'émission et ça fait 50 000 balles au bout, mais au-delà de ça donc ça va pas changer la vie de ton business, enfin c'est beaucoup d'argent dans la vie, tu vois, mais en tout cas à notre stade de développement ça change pas la vie non plus. Par contre oui, de la notoriété certainement, du coup sur les deuxièmes fois où les gens sont exposés à ta marque, ils t'ont déjà vu quelque part, donc du coup ils sont réactivés beaucoup plus vite, etc. Ça c'est difficilement tangible. Ce qui est sûr, c'est que ça a créé de la réassurance, d'être passé dans cette émission, d'être sorti par le haut, parce que ça s'est bien passé, parce qu'on a Eric Larchevêque qui est rentré au capital. Eric Larchevêque au capital, c'est chouette pour tous les prochains tours de financement. C'est une réassurance aussi. C'est quelqu'un qui est connu comme le loup blanc dans le secteur de financement et qui, pareil, lui aussi est une success story entrepreneuriale. Donc ça vient rassurer
ça vient rassurer les investisseurs potentiels. Donc en fait, c'est évidemment qu'en effet de bord, il y a beaucoup d'impacts positifs, mais faut pas s'imaginer que ça va être le jour et la nuit. Enfin, il y a quand même, je pense, la moitié des boîtes de qui va être mon associé qui ont déposé le bilan. Enfin, c'est pas, tu vois, la plupart de ces boîtes-là, ce sont des boîtes B2C déjà. Donc B2C, c'est pas celles qui sont les plus performantes du secteur, hein, c'est plutôt B2B. Tu vois, B2C, c'est compliqué. C'est soumis à l'inflation, des paniers faibles, donc des coûts d'acquisition, du coup l'obligation de faire du volume. Donc, faut être quand même assez bon en market digital. Donc c'est pas si facile que ça. Et donc ouais, la plupart du temps, c'est aussi des petites boîtes qui ont, comment dire, ne sont pas construites pour scaler et exploser, quoi. Les boîtes qui font des, je sais pas, enfin voilà, tu vois, parfois t'as des boîtes de confiserie, des histoires père-fils, des machins. Oui, j'ai vu. Pour l'histoire et pour le storytelling que ça va amener à l'écran, et ils ont besoin d'avoir leur lot d'entreprises, enfin d'histoires belles à écouter, attendrissantes, mais toutes ces boîtes sont pas organisées pour scaler et faire de l'hypercroissance, tu vois, pas du tout. Donc aussi, c'est pas le rendez-vous des startups, tu vois, qui veut être mon associé. C'est aussi le rendez-vous. Il y a certaines startups qui ont levé des fonds qui sont dedans, mais c'est quand même un peu des exceptions. Tu vois, t'en as une ou deux par saison. Tu sais que tu vois le gars, il dit moi j'ai fait une grande école de commerce, ben on a déjà fait un tour d'actionnaire déjà, et puis tu vois souvent comme ça, tu dis lui à mon avis eux ils ont levé des fonds, donc ils vont soit pas prendre le ticket, et ils viennent que pour la fame, mais ils ont déjà levé des fonds, ou soit même s'ils n'arrivent pas à lever, on apprendra dans 6 mois qu'ils ont levé 5 millions avec des gros fonds parisiens et machin. Mais il y en a très très peu. La plupart c'est des belles histoires pour les téléspectateurs. Donc voilà, faut faire attention, c'est une frange de l'entrepreneuriat et c'est méga biaisé, quoi. Ils veulent montrer des belles histoires, et en fait ça c'est pas ce qui représente le paysage entrepreneurial français forcément, tu vois. C'est très. Nous, en tout cas, on avait été appelés. C'est eux qui nous ont contactés. On a été appelés parce qu'ils cherchaient une boîte dans le tourisme en face de Jean-Pierre Nadir, qui était le jury dans le tourisme et qui avait globalement aucune histoire dans le tourisme satisfaisante à se mettre sous la dent, quoi. Ou alors il avait défoncé tous les mecs qui étaient passés dans ce secteur-là dans l'émission. Donc en gros, nous on est arrivé en fin de tournage et ils avaient besoin d'une boîte qui innove. Je sais pas qui innove, mais en gros, ils avaient besoin d'une boîte pour mettre un peu en avant leur jury, qui était Jean-Pierre Nadir, tu vois. Parce que pour qu'il ait aussi, lui, des connaissances sur une boîte qu'il a en face de lui. Parce qu'il n'y avait aucune boîte de son secteur. Donc, il avait besoin, tu vois. Alors, comme je te dis, j'ai pas suivi cette émission-là en particulier. Je le ferai peut-être si j'ai le temps ce week-end. Donc, c'est Éric Larchevêque qui vous a donné des fonds, qui a cru en votre projet. Justement, Jean-Pierre Nadir, lui, s'est pas positionné. Non, il a sa propre boîte. Il avait déjà ses projets, ses trucs. Il est pas, il nous voyait lui comme un concurrent. D'accord, directement comme un concurrent. Ouais, j'avais ce doute-là de se dire, ok, comment est-ce qu'on peut s'associer, aller plus loin. Ok. Bon, ouais, non, c'est sûr que Kevin Associé, très clairement, toutes les marques qui vont sur Kevin Associé vont pas décoller. Alors moi, je te donne l'exemple de plusieurs que je connais en D2C qui ont bien décollé, Dijon, Flotte, par exemple, tu vois, qui ont bien su capitaliser sur l'émission. Ouais. Donc, il y en a quelques-unes, c'est sûr. Mais comme tu le dis, la majorité, malheureusement, décolle pas, soit parce que c'est pas des business faits pour scaler, ou soit c'est local, soit niveau production, ça suit pas. Et tu as aussi des startups qui ont soit déjà levé des fonds et qui vont pour la fame, si on doit résumer, quoi. Ouais, il y en a peu, parce que c'est méga dur de toute manière de passer dans cette émission aujourd'hui. C'est devenu hyper prisé. Moi, je pense qu'il fut un temps, c'était les messages que je recevais le plus, c'était est-ce que tu as un piston, comment je peux rentrer, etc. Tu vois. Bien sûr, ouais, bien sûr. Là, ça marche plus. Ok. Et écoute, je voulais terminer rapidement avec toi sur ce sujet peut-être un peu emailing. Donc, tu disais que clairement, vous avez acquis beaucoup de membres sur 2019-2020 à des coûts très faibles. Et là, tu m'as dit tout à l'heure que une personne qui est devenue membre il y a 4-5 ans peut devenir client maintenant. Et du coup, la question qui m'était venue, c'est comment tu vas réactiver des membres, soit qui sont plus actifs ou soit qui se sont inscrits il y a longtemps et qui n'ont jamais converti. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être une question intéressante pour l'audience, du fait d'avoir pas mal de personnes dans la liste, mais qui n'ont jamais acheté.
Voilà. On n'a pas craqué le truc. Enfin, c'est un peu complexe dans le sens où on a tous des listes dormantes de gens qui sont pas actifs, qui ont rentré un mail qu'ils n'utilisent plus eux-mêmes. Tu vois, c'est pas facile. Ça arrive aussi. Tu sais, il y en a beaucoup de Facebook Connect. Il y en a de moins en moins. Mais ces Facebook Connect, c'est souvent des adresses de merde, caramel, je sais pas quoi, qui te servent à te loguer, mais qui ne sont pas ton adresse mail que tu consultes tous les jours. Oui, bien sûr. Donc, tu vois, et tu sais même plus que c'est cette adresse mail parce que tu es en log automatique sur ton téléphone, tu vois. Donc, ça nécessite aussi, derrière ce volume, il faut aussi renouveler les mails. Il faut aussi leur demander de rentrer un mail quand ils se connectent sur le site. De rentrer un mail sur lequel on pourra échanger, leur envoyer des news, et pour qu'eux ils réalisent que leur adresse caramel c'est pas celle sur laquelle ils reçoivent le truc. Donc en plus, quand tu as un membre, il faut être un peu dynamique pour essayer de faire en sorte que tu aies accès à lui et que tu puisses échanger avec lui et qu'il reçoive tes lettres d'inspiration. Après, notre stratégie, elle va être plus d'essayer de segmenter nos prises de parole pour que les membres se disent il y a quelque chose dans leur contenu à un moment qui me plaît. Donc on essaie de montrer le panel de ce qu'on fait du coup d'essayer de les cibler sur les mails en fonction des pages qu'ils visitent chez nous, des intérêts qu'ils portent à telle ou telle catégorie d'expédition, pour avoir du coup du mailing dynamique. Et ceux qui ne se, enfin voilà, après il n'y a pas de miracle, hein, tu sais, ceux qui ne se connectent pas, n'ont pas ouvert, ils sont dead. Hein, ils reçoivent pas de mail, ouais. Dans ce cas-là, ils reçoivent pas de mail. Et du coup, ils reçoivent pas les mails et on n'a aucun moyen de les réactiver aujourd'hui. On doit même, sur les plateformes sur lesquelles on est, pour être compliant, on est obligé d'avoir des opt-in. Donc tu vois, finalement, tu peux pas envoyer des mails sauvages à des gens les gens l'ouvrent pas, tu vois, au bout d'un moment, ils sont sortis de la base, quoi. Donc, il y a un renouvellement un peu permanent. D'accord. Grosso modo, comment ça se passe. Ouais, donc ça se fait. En gros, ce que je veux dire, c'est que ça se fait naturellement. Quelqu'un s'inscrit il y a quelques années, il commence à revisiter des pages sur le site, il reçoit ensuite des mails segmentés, et ça le requalifie au fur et à mesure, quoi. C'est pas genre vous envoyez un code promo, salut, t'es membre depuis 5 ans, t'as toujours pas converti. Non, on a une stratégie de quasi zéro discount, solde, et voilà. On est au prix juste, on a enlevé les intermédiaires pour que le prix soit le moins cher possible. Ouais. Donc on fait franchement quasi rien, quoi. On a eu fait dans des moments très spécifiques pour booster une destination, ouvrir un truc. Dans les moments de Covid, où on avait besoin d'apprendre rapidement sur notre base, machin, on a pu faire peut-être 100 € sur un voyage en Europe avec 100 codes qui se baladent, tu vois, et c'est tout. Mais sinon, non. Pas la stratégie. Ok. Ouais, c'est vrai que pas une question que j'avais pensé à poser, mais concrètement, ouais, vous n'êtes pas du tout dans une stratégie de baisser les prix, puisque comme tu dis, voilà, vous avez déjà le bon pricing, vous avez déjà la marge que vous voulez faire. Et vous n'avez pas forcément besoin de. Non, on peut pas trop se le permettre. Et effectivement, on est sur un produit sur lequel on a passé du temps, qualitatif, au prix juste, sur lequel on est transparent sur les coûts qui sont payés de notre côté et les marges qui sont faites, qui sont relativement faibles. Donc non, on peut pas se permettre. Et puis en plus, il y a autre chose, c'est que comme avoir en tête que le modèle de revenu, tu peux faire un pricing à ton nombre de participants minimum, et tu vois, en gros, tu as 10 personnes dans le groupe, tu gagnes de l'argent à partir du 5e, et en fait, quand tu mets ton prix en ligne, tu ne sais pas, en fait, tu vois, parce que tu as des coûts fixes qui vont éponger, tu as besoin d'un certain nombre de participants pour les éponger. S'il n'y a pas ce nombre de participants, le départ se fait pas. Et du coup, les gens soit sont remboursés, soit utilisent leur avoir pour une autre date juste après, tu vois. Mais en gros, le fait est que quand tu mets en ligne, tu sais pas quelle va être ta marge. Ok, j'ai compris. Je n'avais pas pensé à ça. Oui, c'est ça. Ça dépend du nombre de personnes. 6, 7, 8, 9, 10 participants. D'accord, ça, j'avais pas pensé. Ouais, d'accord. La marge, en fait, elle est de 0 à 35%. Et t'as des départs à 5% de marge. Donc c'est variable, c'est juste que tu as une moyenne. Tu as une moyenne à la fin. Une moyenne. Après, il faut du coup après que tu travailles sur le remplissage de chaque départ. Mais tu sais la marge que tu mets en ligne, théorique,
mais tu sais pas la marge réelle que tu vas avoir. Et tu Je comprends. n'as pas de prise dessus dans des proportions importantes, c'est-à-dire de 0 à 35%, tu vois. D'accord. Alors, Donc parfois, tu es confronté à faire du marketing sur des destinations que tu dois remplir absolument pour réussir à faire alors ouais, on fait jamais, comme on a un cycle de décision rare, on fait pas du marketing pour remplir des dates parce que c'est trop tard. Oui. Mais effectivement, on doit bien mettre en avant sur le site les remplissages, les départs, etc., les confirmations de départ, le nombre de participants qu'il faut pour confirmer le départ, etc., etc. On doit être J'ai compris. Donc, il n'y a aucune autre industrie où tu ne connais pas la marge que tu vas faire quand tu sors le truc. Tu vois, en gros, en B2C, tu vends un produit, tu le vends ou tu le vends pas. Si tu le vends, tu sais ce qui t'a coûté, tu vois. Exactement. Tu le payes avant, généralement, quand tu fais pas du dropshipping. Il y a tout l'événementiel. Ça, c'est, voilà, en règle générale, c'est un modèle d'événementiel. C'est-à-dire, en gros, événementiel, tu organises le salon du livre, tu l'organises et s'il n'y a pas de visiteurs. C'est un peu ça. Ouais, là, dans ton cas, c'est un peu ça, sauf que si vraiment il n'y a pas assez de gens, on part pas, quoi. C'est ça que j'ai compris. Alors que le salon du livre, il a lieu tout le temps, donc l'événementiel a un risque absolu, alors que nous, on a un risque qui est avec un floor. D'accord, je comprends. Ok. Écoute, on a fait pas mal le tour. Je vois qu'on a un peu dépassé l'heure, donc je suppose que tu as peut-être d'autres meetings, d'autres rendez-vous. Je vais devoir filer, effectivement. Moi aussi. Donc, écoute, ça aurait été avec plaisir de continuer là-dessus. Après, à moins que tu aies un mot de la fin, c'est peut-être la suite pour vous. Ça fait quoi, ça fait 5 ans maintenant que vous êtes en affaires. C'est quoi pour toi la suite pour les 5 prochaines années en quelques mots? Comment vous souhaitez continuer à vous développer? Pardon. Alors, on va continuer à se développer, je pense, avec une stratégie, tu vois, de build-up, de croissance externe, pour continuer à faire grossir sur des marques rentables, spécifiques, aventure, DNVB, toujours une assiette, tu vois, d'expertise, de catalogue, de clients de plus en plus qualifiés. Donc, c'est ça qu'on va continuer à faire pour essayer de consolider un peu les initiatives, on va dire, de notre génération en face des groupes qui ont 40, 50, 60, 70 ans. Nous, dans les dernières générations, il y a pas mal d'initiatives de voyages qui se sont lancées. Et je pense que toutes souffrent de financement et de capacité à grossir rapidement. Donc, on va essayer peut-être d'être le consolidateur de ce secteur-là pour qu'Explora soit du coup vraiment l'agence européenne des voyages d'aventure durables des nouvelles générations. Super. Merci beaucoup, c'était hyper clair. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Je te souhaite tout le meilleur pour ton agence et je pense bien prendre un voyage à un de ces quatre, ça a l'air vraiment sympa. Trop sympa. Merci à toi, Daniel. Salut Stan. Salut.